Netflix vient de sortir une série avec un concept original. Ça s'appelle Kaléidoscope et c'est le recommandé du soir. We are taking money from some of the most powerful people on Earth. 40 320 combinaisons possibles pour une seule série, c'est le concept inédit de Kaléidoscope qui nous laisse le choix de visionner les épisodes dans n'importe quel ordre. Le spectateur décide lui-même de la narration de cette intrigue policière. This is who we're up against. Roger Salas. The world believes he is a titan of industry and a man of virtue. The world is wrong. La série raconte l'organisation d'un braquage en plein cœur de Manhattan en utilisant comme couverture l'ouragan Sandy qui a frappé New York en octobre 2012. We're going to use the hurricane. No one knows what you're talking about, man. Well, the back door was designed to get past the temperature sensors. No back door, no way past it. Until now. Le scénario de Kaléidoscope nous embarque ainsi sur une longue période de 25 ans durant laquelle des gangsters expérimentés vont préparer un casse de 7 milliards de dollars sur un coffre-fort réputé inviolable. There is no one and nothing that can get inside this vault unless I want them to. Chaque épisode non numéroté est une pièce du puzzle, de la préparation au dénouement en passant par l'enquête du FBI. On découvre ainsi les personnages et leur passé. It's gotten personal. Ever been anything else? Pari réussi pour la plateforme avec cette originalité dans le visionnage. Kaléidoscope est l'une des séries les plus regardées du moment. Let's go. Cette série s'appelle Kaléidoscope. Pour en parler, Jérôme Pierrat, journaliste spécialiste du crime en général, hein, c'est ça, c'est un peu plutôt organisé, voilà, c'est un peu ton dada. Et Khaled Melody, vous avez écrit un livre impressionnant dans lequel vous racontez votre histoire. Vous avez été incarcéré pour braquage. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire rapidement? Oui, tout est parti, j'avais 18 ans. Suite à une bagarre, j'ai été condamné à un an de prison. J'ai fait appel, j'ai pris 18 mois. Je me suis retrouvé à Fleury. Je cherchais une famille puisque j'étais en carence affective. Et j'ai sombré en sortant dans le grand banditisme. Après 2 allers-retours en prison, il y a eu 4 ans de cavale. Et puis après, retour à la case-prison. Et là, j'étais condamné à 30 ans dans 20 ans de sûreté. Et là, effectivement, dans cette cellule, au bout de 10 ans, il s'est passé quelque chose comme une révolution intérieure. En dehors des souffrances, de la solitude. Système carcéral, bien sûr, avec la discrimination. Et dans cette cellule, voilà, c'était la corde ou la plume. Je tenais à vous recevoir parce que moi, votre livre, il m'a ému. Même vos mots sont émouvants, la façon dont vous en parlez. Et c'est vrai qu'il y a toujours un fantasme avec les films de braquage. On trouve ça glamour. Là, Netflix sort une série où il y a 1 milliard de possibilités pour faire ce braquage. Et vous avez vécu cette réalité. Qu'est-ce qui vous a, vous, poussé à monter sur un braquage la première fois? La première fois, quelque part en dehors de l'appât du gain, bien sûr, je me suis aussi acheté un statut social. À l'époque, je me cherchais. Une famille nombreuse de 12 enfants, un père analphabète qui arrivait d'Algérie. Et donc, quelque part, voilà, je voulais faire une meilleure redistribution des richesses, à tort, bien sûr, puisque je ne suis pas là pour faire l'apologie des braquages, bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Je suis passé à autre chose. Mais oui, non seulement un statut social et le regard des autres changeait sur moi. On me regardait effectivement, j'existais pas et d'un seul coup, voilà, j'étais quelqu'un. Est-ce que le genre cinématographique du braquage ou de la série, c'est quelque chose qui vous fascinait ou qui a pu vous influencer? Non, très sincèrement, non. J'ai beaucoup aimé les films, j'en ai parlé, que ce soit de Michael Mann, bien sûr. Mais non, quelque part, c'était vraiment le besoin d'argent. Je rappelle que Kaléidoscope, c'est une série produite par Ridley Scott. Il y a 40 320 combinaisons possibles. L'histoire, c'est celle d'un braquage à 7 milliards de dollars. Le coffre-fort le plus sûr des États-Unis. C'est librement inspiré d'une histoire vraie. Jérôme Pierrat, c'est votre spécialité. Vous, ce genre de série, pourquoi, à votre avis, est-ce que ça marche? Et est-ce que ça peut créer des vocations? Alors, si on regarde bien la série, ça va être compliqué de se coller au modèle présenté, donc les vocations. Non, bah oui, non, mais le cinéma, et alors pour rebondir là-dessus, sur le cinéma et la criminalité, oui, il y a un jeu de miroir depuis toujours, une fascination des uns pour les autres, les acteurs pour les gros voyous, les voyous, évidemment, pour les paillettes du cinéma. Donc, effectivement, il y a plein de... Il y avait Michel Ardouin, dit porte-avions, un vieux braqueur décédé aujourd'hui, à qui j'avais fait un bouquin qui m'avait dit...
Normalement, quand je passe aux assises, je m'attendais à ce que les mecs disent 10 ans pour le producteur qui m'a inspiré, 10 ans pour moi, ok, j'ai exécuté. Mais parce que de tout temps, voilà, les nouvelles générations, elles s'abreuvent, elles se biberonnent à hit depuis une vingtaine d'années. Comme les dealers, voilà, regardez Scarface, etc. Donc il y a toujours eu ce jeu de miroir depuis les années 30 entre voyous et cinoches. Donc là, mais là, l'avantage, c'est que c'est tellement irréalisable que bon. Vous pouvez toujours essayer d'aller faire ça à la BNP du coin, ça va être compliqué. C'est quoi pour vous le plus grand braquage qu'il y a eu en France? La plus grande affaire? C'est pas Jerry? Alors, c'est pas Jerry, c'est pas un braquage. C'est pas Jerry, c'est un pas un cambriolage. braquage. Ils sont passés oui, par les égouts sans rencontrer personne. Mais non, il y a eu comme ça depuis les années 80, il y en a eu quelques gros, on va pas les énumérer, mais il y en a eu en 86 à Saint-Nazaire, en 92 à Toulon, des banques de France. Et c'est quoi la plus grosse braquées somme avec des sommes de l'équivalent aujourd'hui de 20-25 millions d'euros. Donc là, ça devient, voilà, c'est quasiment les plus gros braquages qui ont eu lieu. Il y a eu, voilà. Après, il y a les bijouteries, la Harry Winston à 80 millions d'euros, mais comme on dit, ça c'est le prix à l'étiquette, comme on dit chez les voyous, hein, je parle sous un ex-braqueur, et voilà, sous le contrôle de Khaled, mais oui, c'est le prix à l'étiquette, c'est-à-dire que c'est le prix de la vitrine, mais quand on doit revendre tout ça, évidemment, le butin fond assez rapidement. On parlait de l'impact des films que ces films peuvent avoir sur certains qui passent à l'acte. En 2010, Redouane Faïd était invité sur Canal+ au Grand Journal et il parlait de l'impact des films de gangsters. Le cinéma n'a pas été très bon pour vous. Vous étiez passionné de films comme Hit. Enfin bref, vous inspiriez de films pour faire des braquages. Scarface, vous l'avez vu plus de 10 fois. Vous dites que c'est votre école du gangstérisme. Le Cinoche. Je pense que tout le monde sera d'accord avec, en tout cas sur ce que je vais dire. C'est un avis personnel. Si vous retirez le cinéma, je pense que c'est 50% de délinquance en moins. Les gens, vous pensez qu'il y a... Je connais pas. C'est pas une incitation. Raconter des histoires, c'est pas une incitation. Sincèrement, à des je gens connais pour les pas braquer un les jeune banques. délinquant et je connais pas non plus un gros voyou qui est issu du milieu du grand banditisme, qui n'a pas de référence cinématographique, The Godfellas, Les Affranchis. Khaled Miloudi, vous qui êtes un ancien braqueur, comment vous prenez ses propos à lui? Moi, je suis pas d'accord. J'ai 62 ans, donc je suis l'ancienne génération aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas en regardant un film. Déjà, il fallait avoir l'argent pour aller au cinéma. Et c'est pas en regardant un film ou une série que je me suis mis à braquer. C'est parce que j'ai eu une enfance extrêmement difficile, placement en famille d'accueil. J'étais livré à moi-même. Et quelque part dans cette prison, j'ai rencontré des anciens qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et bien sûr, après, ils m'ont pas pris par la main. J'assume complètement ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai assumé devant mes 4 cours d'assises que j'ai affrontés. C'est votre première condamnation. À 19 ans, vous êtes victime d'insultes racistes. Vous répondez par la violence physique. C'est votre première condamnation. Vous passez 18 mois en prison. Est-ce que ces 18 mois en prison, ça a été l'école du crime? Bien sûr. Ça a été un tournant important. Quand j'ai écrit mon manuscrit avec le recul, je me suis rendu compte effectivement, et c'est pour ça que j'œuvre aujourd'hui. J'anime des ateliers d'écriture et de poésie dans les lycées et à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, justement parce que je pense que j'ai un rôle à jouer, justement pour déconstruire le mythe du braqueur. Je suis passé à côté de pas mal de choses. J'ai pas tout réussi dans ma vie, mais j'ai compris que l'essentiel, c'était pas l'argent, mais c'était plutôt l'humain, quelque part. C'est quoi la première chose à dire à un jeune pour dire, écoute, braqueur, c'est éclaté au sol? C'est de lui dire que si ça se passe mal, il peut être condamné à perpétuité s'il blesse quelqu'un ou il tue quelqu'un, et qu'il se retrouvera tout seul, il verra ses parents mourir, et il se retrouvera seul dans cette cellule. Et est-ce qu'il est prêt à rester 20 ou 30 ans dans cette cellule? Donc il y a 2 issues, la mort ou la prison. Voilà. En d'autres termes, 4 murs ou 4 planches. Jérôme Pirat, aujourd'hui, comment fonctionnent les braqueurs? C'est quoi les dernières techniques de braquage? Il n'y a plus beaucoup de braquages. Ouais. Là, on parle un peu du passé, parce que les braquages ont drastiquement, et tant mieux, chuté les statistiques ces dernières années. Donc, pour deux facteurs simples, hein, il y a moins d'argent liquide, et puis il y a de plus en plus de systèmes de sécurité, et en plus de techniques policières affûtées, comme l'ADN, etc., les balises et compagnie. Donc, c'est une discipline criminelle qui est quasiment en voie de disparition aujourd'hui. Il reste... Voilà, les braquages. Il y a plutôt des petits braquages un peu résiduels. Il y a des gens qui font des supermarchés, qui font des petits... Ou alors des bijouteries de temps en temps, parce que ça s'écoule encore, il y a un marché, etc. Et le homejacking, comme ça a été le cas chez Kim Kardashian. Oui, voilà, ce genre de choses, parce que vous allez chercher des bijoux qui sont, eux, voilà. Mais de l'argent liquide, ce qui motivait le braquage à l'origine, voilà. Les nouveaux braqueurs, c'est les hackers, en fait. Ouais, oui, voilà, on se dirige plutôt vers de la cyberattaque virtuelle.
le braquage appartient malheureusement au passé. Donc la série Kaléidoscope, d'ailleurs on voit bien ce qu'ils sont obligés de faire pour aller atteindre ce pauvre coffre-fort. Il y a tellement de systèmes de sécurité que c'en est totalement improbable. On vous a demandé vos films ou vos séries de braquage préférées. Guillermo, toi tu as répondu Hit de Michael Mann et Inside Man de Spike Lee. Ouais, dans les films de braquage. Mais je pensais aussi, parce que Hit, tout le monde en parle, évidemment, c'est un des gros films que j'ai aimé dans ma vie. Mais il y a aussi, j'ai revu récemment Out of Sight de Steven Soderbergh avec Jennifer Lopez et George Clooney. Et c'est vraiment bien, quoi. Parce que, ouais, il y a un truc très. Je sais pas, c'est sensuel. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment cool. Mais Hit, c'est le gros classique qui m'a lancé moi-même dans le braquage pendant un rêve. Et puis je suis revenu. Et puis les croisés, quoi. Les croisés, ouais, exactement. La carrière d'humoriste est en braquage. Jérôme Pierrat, vous avez choisi Point Break. Non, c'était une référence marrante parce que c'était la liste de Redon Faïd, celle-là. Je me la suis appropriée parce que avec Redon, on avait listé à l'époque et il y avait effectivement Hit et Point Break puisqu'il avait notamment, lui, braqué particulièrement en s'inspirant de Point Break. Khaled Milodi, vous avez choisi Le Solitaire et Hit. Le Solitaire de Michael Mann aussi, avec James Caan. Il est de 81, je crois. Et Hit après, et bien sûr aussi, on peut rajouter Reservoir Dogs aussi avec Quentin Tarantino. C'est intéressant de parler de Reservoir Dogs parce qu'on voit la scène de préparation d'un braquage. Vous avez connu ça. J'aimerais parler de différentes affaires auxquelles vous avez participé. 1983, à 23 ans, vous participez au casse d'une banque qui vous envoie à Fleury. En 1991, à Lille, vous braquez une banque postichée et armée. Vous réussissez à vous échapper. En 1994, à 34 ans, vous braquez un fourgon à Paris. Vous êtes arrêté. En 2003, vous commettez un dernier hold-up alors assigné à résidence. Le braquage d'une joaillerie à Rouen. Dans votre fuite, vous tirez sur des policiers. Vous vous faites arrêter et vous restez 4 ans et demi à l'isolement. Pas de parloir. C'est la descente aux enfers. Comment, après la prison, après l'enfermement, l'isolement, qu'est-ce qui motive à y retourner, en fait? Quelque part, j'avais pas mis tout sur la table. Quelque part, j'avais pas fait mon travail d'introspection. Pour moi, l'enfer, c'était les autres. C'était pas de ma faute. Je m'étais jamais remis en question. Parce que ma vie a été faite d'actes, action, réaction, action, réaction. Je m'étais jamais posé. Et là, quand j'étais condamné à 30 ans, dans 20 ans de sûreté, j'avais qu'une fenêtre vers la liberté, c'était l'écriture. Vous qui avez passé combien d'années de votre vie en prison? 29 ans? 29 ans, oui. C'est quoi pour vous votre définition de la liberté? Ma définition de la liberté, c'est ce qui permet de s'échapper aussi de soi-même. C'est l'issue de secours de son propre labyrinthe. C'est trouver l'issue de secours de son propre labyrinthe. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, vous? Je l'ai trouvé en me mettant à pleurer. Et puis, il y avait cette corde que j'avais tressée. Mes enfants, ma vie. Comme je ne suis pas un lâche, je me suis jeté sur l'encre et le papier. Et c'est devenu aussi... J'étais enfermé physiquement, mais je me sentais libre et parfois plus libre que certaines personnes qui étaient à l'extérieur.